Autre semis, j'ai parlé des choux. Alors, bon, moi traditionnellement, à l'époque, on fait des semis de choux, soit en pépinière, on appelle ça pépinière, c'est un endroit qui est bien exposé au jardin, on a une bonne terre, bien exposée au soleil, et souvent on fait ces semis-là, de laitue, de choux, enfin de toutes sortes de plantes, pour repiquer ailleurs. Alors il faut savoir que le chou, à la longue, il est sensible à, lorsqu'on cultive toujours au même endroit, j'ai déjà souvent parlé de ça, c'est la hernie du chou. Donc souvent le chou est attaqué par des nématodes et ensuite il y a des champignons qui sentent l'odeur du chou et viennent s'installer. Et donc vous avez la tige du chou et la racine enfle. Donc, résultat des courses, à la fin, vous avez le chou ne pousse plus, donc la pomme ne pousse plus, et c'est au niveau de la racine que vous avez des excroissances qui poussent. Et ça, c'est... Voilà, la culture, elle est vraiment foutue. Et le plus gros danger, c'est que ces champignons sont là, latents dans le sol. Souvent, ils ont été importés par des transplantations de plantes venant d'ailleurs. Et on a ce champignon qui peut rester 7 à 8 ans comme ça sur place. Alors, c'est pour ça que, bon, précédemment, j'ai déjà parlé qu'il fallait faire des rotations de culture, surtout pour les choux, éviter de les faire remettre toujours au même endroit. C'est ça que je veux dire, que lorsqu'on sème, par exemple, ces choux toujours aux mêmes endroits, pépinière ou en sous-châssis, en couche, ben, on refait toujours les mêmes cultures et à la longue, on constate que nos plants, au départ, sont déjà contaminés par cette hernie. Et souvent, on le voit lorsqu'on les déterre pour les transplanter, on voit que la racine est enflée. C'est un peu comme un radis souterrain, comme ça. On voit que la racine, elle est blanche, hein, mais elle est enflée. Donc, voilà, ceux-là, il ne faut pas les mettre. Parce que, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez disséminer ce champignon un peu partout dans votre jardin. Alors, ben, du coup, ben, j'ai adopté un autre système. C'est le semis en godet. Donc, avec un substrat neutre. Par exemple, le terreau, qui en principe est sain. On sème une petite quantité de graines. Bon, ici, on en a déjà pas mal, une quinzaine. Hein. Ici, ce sont des choux kale, les choux nains de Sibérie. Voilà, choux frisés, non paumés. Mais on fait ça avec les autres choux aussi. Donc, je sème ça comme ça. Je les fais lever en serre, assez vite. Ils lèvent assez vite. Et ensuite, il faut les mettre dehors. Absolument. Moi, je déconseille fortement de semer, par exemple, des choux dans le sol de la serre. Parce que c'est beaucoup trop chaud. Donc, au départ, ils vont lever assez vite. Mais ensuite, ils vont filer parce que le rapport lumière et soleil, c'est beaucoup trop de chaleur par rapport à la lumière. Et vos choux vont filer et vous n'allez plus savoir où les mettre. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre ça en godet. Et dès que, voilà, que c'est comme ça, on peut voir ici, ça c'est les choux que j'ai repiqués hier. Voilà, cette taille-là, donc il y a les 2 cotylédons et une ou 2 premières feuilles du chou. Et on les repique ensuite dans des godets comme ça. Moi, je les repique par 3. Voilà, ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace, de lumière. Tandis que si vous laissez comme ça en pot, ben, ils vont aussi un peu se chamailler, ils vont se bagarrer pour avoir le plus de lumière possible. Tandis que comme ça, ben, vous les remettez par 3, ils ont bien de la lumière. Si vous mettez ça sur un plateau, par exemple, ben, voilà, au début, vous savez les serrer, et ensuite, au fur et à mesure que ça pousse, vous les espacez, les pots. Donc ils ont besoin de plus de lumière. Et donc je les conseille de mettre dehors.
pas forcément en plein soleil, mais en pleine lumière. Ouais. Alors, le chou aime bien le repiquage. Donc, il aime bien d'être repiqué même plusieurs fois. Donc, comme ceux-ci ici, une fois qu'ils seront un peu plus développés, je les mettrai par exemple à un endroit dans mon jardin. Donc je fais des rotations de culture, donc je sais qu'à tel endroit je n'ai plus mis de brassicacées pendant très longtemps. Je vais venir les repiquer tels quels. Donc j'enlève, j'ai des potes bien sûr, mais je les laisse par trois. Et je les repique en terre pour qu'ils se renforcent encore. Donc chaque poquet comme ça, je les espace de 15 à 20 cm entre eux. Donc j'en mets par exemple deux là, et j'en mets un autre comme ça à côté, et voilà. Donc ça permet d'avoir, c'est comme si j'avais semé en pleine terre, mais avec du bon terreau au départ, et ils ont l'espace. Et ensuite, lorsque vous allez les repiquer définitivement à leur place, vous choisissez encore les plus beaux. Ceux qui sont un peu malingres, ben, c'est qu'ils n'ont pas bien poussé, que c'est pas, ça ne va pas faire un beau chou non plus. Voilà. Vous avez plusieurs sélections. Comme ici, bon, j'ai déjà retiré un peu ceux qui étaient tout à fait malingres. Voilà, des tout petits qui sont là, au fin fond, là, voilà, comme celui-ci. Ben, voilà, celui-ci, voilà, ça c'est beaucoup trop faible pour repiquer, ben, ça on élimine. Donc lorsqu'on repique, ben, voilà, on fait déjà une sélection. Jardin d'Albec, le 3 mai. Voilà, donc ici on peut voir des plants de choux qui sont en attente, donc sous les tunnels de grillage. Donc des choux qui ont été semés en godet en serre, qui ont été repiqués par trois ici en pleine terre, donc en pépinière. Et on a protégé contre les lapins. Donc ce repiquage intermédiaire sert à les renforcer pour qu'ils viennent de beaux plants. Ils s'endurcissent, température extérieure. Et c'est ça qu'on ira repiquer sur les parcelles qu'on est occupé de préparer pour la plantation des choux. Donc il y a un peu de tout, choux verts, choux rouges, choux blancs, quelques choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux kale. Donc je trouve que c'est une bonne méthode, donc de venir repiquer, faire un repiquage intermédiaire. On ne doit pas spécialement travailler le sol. Pour les courges, c'est pareil. Et j'ai expérimenté que vraiment l'idéal, c'est de couvrir un sol avec du paillis. Donc avant l'hiver. Ça peut être du fumier, ça peut être de la paille, ça peut être des déchets organiques, du broyat, bon, peu importe. Et vous couvrez votre sol avant l'hiver. Eh ben, si vous avez encore du paillis maintenant, eh ben, malgré qu'il n'a pas plu depuis un mois, vous écartez, vous allez gratter en dessous. La terre, elle est meuble. Donc, c'est comme si on avait travaillé le sol, mais on ne l'a pas fait. Et il y a une certaine humidité qui reste. Et ce n'est pas détrempé, c'est vraiment l'idéal et c'est frais. Ah ben, lorsqu'on repique, donc, alors un par un, donc ceux qu'on aura repiquer, on les reprend et on les sépare et on les repique plus ou moins à 60 cm les uns des autres, en fonction de la taille du chou. On écarte simplement un peu le paillis, on vient faire un trou à la pelle et on vient implanter un pied, on referme et on remet le paillis autour. Pas d'eau, rien du tout, il ne faut rien mettre d'eau, ça pousse tout seul. Et ça reste bien frais en dessous. Et on devrait faire ça de plus en plus pour beaucoup de légumes. Et on souffrirait beaucoup moins de la sécheresse.
Parce que les gens qui ont préparé leur terre comme ça, et qui sont restés, la terre restée à nu avant de pouvoir mettre des choses, eh ben, on a déjà perdu beaucoup d'eau. Et on finira par pleurer pour avoir de l'eau. Et je crois que d'année en année, comme ça, on aura de plus en plus de périodes de sécheresse. Et je pense que c'est quand même un bon système. On fait de la place. On prépare le terrain pour planter des choux. Ah oui, donc il y avait encore quelques céleris à côte qui étaient restés, céleri âgés aussi, qui commençaient à monter. Et alors, voilà, on arrache tout ça, on a un peu coupé à la bêche, donc mixé grossièrement cette matière végétale pour couvrir le sol. Ici encore quelques herbes adventices là qui poussent. Donc on va enlever un peu tout ça pour faire place à la plantation des choux. Donc c'est dans un sol qui n'a pas été travaillé, donc simplement paillé par du fumier, et que l'on va venir implanter les choux. Donc choux verts, choux blancs, choux rouges, des choux kale aussi. Donc toute une parcelle qui est destinée à cette culture. Donc le paillis permet de garder une bonne humidité. Donc on peut un peu regarder. Voilà, on peut voir ici qu'il y a encore une bonne humidité. Malgré qu'il n'a pas plu ici depuis plusieurs semaines, à part une petite averse par-ci par-là, mais vraiment minime. Donc on est vraiment en déficit d'eau ce printemps et même cet hiver. Donc bon système pour garder l'humidité et l'engrais sur place. Donc pas besoin de fouiller la terre, de la retourner pour les choux. Voilà, nous sommes occupés à repiquer les choux donc, dans le paillis. Donc on les voit à peine puisque c'est entouré de paille et de verdure hachée. Donc des choux verts rois d'hiver. Voilà, ici le tandem. Même tandem dans la vie et au potager. Voilà, donc on s'assure de bien mettre les plants profondément dans la terre. Mettre la terre autour et remettre le paillis en surface pour protéger du dessèchement. Voilà, ici on est occupé de planter les choux blancs du marché de Copenhague. Pour la choucroute. Oui, destiné à la choucroute. Oui. C'est pas les seuls, hein. Il y a les Langendijk, il y a les Quintales d'Alsace, il y en a plein d'autres qui conviennent aussi. Anagore aussi, donc pas ça qui manque. C'est bien de mettre des variétés parfois différentes en fonction des saisons. C'est parfois l'une passe mieux qu'une autre. Et le Quintal d'Alsace, par exemple, il est plus aplati. Il est moins rond, il est plus aplati. C'est des formes différentes. Voilà. Et oui, des vers de terre. Ah oui, ça pullule dans une terre couverte.
ça qu'il faut dans le jardin. Couvrir le sol, nourrir le sol. Voilà, le 28 septembre au jardin d'Albec. Donc voilà sur la parcelle de choux. Ça avait été planté, je crois, en mars-avril. Et voilà, donc sans travail de sol, couverture, paillage. On le voit à peine. Voilà, encore un reste de résidus de paillage. Et voilà les choux qui se développent. Ils sont même à maturité parce que certains éclatent maintenant. Donc il faudra consommer. Voilà, donc ça c'est aussi une culture qui nécessite pas de travail de sol, simplement le paillis. Donc on a pu voir comment on les plantait. Donc dans le paillis, et voilà, ici on a déjà consommé certains choux. Les semis, c'est un peu compliqué parce que bon, ça héberge quand même pas mal de, parfois des limaces et tout ça. Mais pour les transplanter, quand on fait des choses à l'intérieur comme ça, les transplanter, ça c'est vraiment l'idéal. Pour les semis, on peut se servir d'herbe. L'herbe tondue. Oui, ah, oui, tout à fait. Ils peuvent sortir. On Ouais. saupoudre seulement. Enfin, moi je fais ça. Ça reste mouillé. Pour les semis? Oui. Sur la terre. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, moi je trouve que... Alors, il faut aussi protéger contre les pigeons. Donc, Ignace l'avait déjà dit. Parce que ça, ils adorent. Hein, quand il n'y a plus grand-chose, il n'y a pas encore grand-chose dans les champs, ben, ils viennent se servir dans les jardins. Donc là, il faut protéger. Donc, en début de culture, et ensuite, ça passe parce que les ramiers trouvent ensuite leur nourriture dans les champs. Mais à l'automne, une fois que les fermiers ont aussi récolté leur culture, ben, il ne reste plus grand-chose dans les champs, alors ils viennent se rabattre sur les jardins pour venir picorer vos feuilles de choux. Allez, vous avez parlé là tout à l'heure de choux de Bruxelles, des brocolis, tout ça. Mettez un filet, tendez-le un peu plus haut pour qu'ils ne sachent pas venir picorer à travers les mailles du filet. Et comme ça, moi je trouve que j'ai de bons résultats en faisant de cette façon-là. C'est peut-être un peu plus de travail, mais on est à peu près garanti d'avoir des plants sains. Et alors en plus, si on repique sous le paillis, là ça démarre, il ne faut pas s'embêter avec de l'eau, voilà, ça pousse vraiment facilement. Il n'y a que des questions. Oui. Les choux calmes, là, vous allez le repiquer en séparant. Oui, oui. Là, Par c'est trois. par 3. Et Par vous allez le repiquer par 3. Non, par 3 encore, oui. Ah. Dans des godets, oui. Donc, peut-être des godets un peu plus grands, puisqu'ils sont déjà un peu plus grands. Et ça, c'est pour les renforcer. Le chou aime bien, et quand on repique, il vient plus trapu. Il vient plus... Alors, à l'extérieur, hein. Donc, les garder à l'extérieur, hein. Même en pot, à l'extérieur, pas sous serre. Hein. Ça va, merci. Parce que quand on met dans le sol en serre, on est bloqué. On ne sait plus... Voilà, ils sont là à demeure, donc il faut les déplanter, tandis qu'en pot, comme ça, c'est juste pour la lever que ça peut aider. On n'est même pas obligé, mais ça aide. Et ensuite, repiquage, premier repiquage, puis second repiquage en pépinière, et ensuite on sélectionne les plus beaux et on les met en pleine tête. Donc ici, ce sont des choux rouges. J'ai repiqué ça hier, donc ils étaient un peu flagadas hier après-midi. Voilà, ils sont déjà bien redressés. Et voilà, un chou, ça pousse assez vite. D'autres questions? Pour l'aérie du chou, moi j'en avais régulièrement, je pouvais mettre un peu dans le jardin. Et maintenant, quand je plante le chou, je coupe un morceau de rhubarbe comme ça. Et ça marche, hein, parce que j'ai plus de hernie, je mets pas de produit rien du tout, et j'ai plus de hernie. La feuille? Non, le bâton. Je coupe des morceaux de bâton comme ça.
Et, C'est l'odeur, hein. En fait, on cache l'odeur. Parce que, Oui, je mets dans le trou. Hein. ouais, mais c'est l'odeur. Parce que ces champignons, bah, plus ou moins, ils sont attirés par les sécrétions du chou. Et si on met des bâtons de rhubarbe, ça masque l'odeur de sécrétion du chou. C'est ça. Chez moi, ça marche bien. Alors aussi, c'est mettre des algues marines. Ça, quand le pH est trop bas, on a plus vite la hernie du chou aussi. Donc le chou aime bien autour des 7, pH 7. Pour les autres légumes, c'est plutôt entre 6,5 et 7. Donc, ce qu'on peut faire, c'est saupoudrer aussi des algues sur les feuilles. Déjà, la plante va absorber une partie du calcaire par les feuilles, et elle aura un peu sa dose de calcaire et le reste va tomber au sol. Voilà. Donc, ça peut aider aussi, ou bien masquer les odeurs par autre chose. Mais les gens parfois parlent aussi d'ortie, tout ça, d'enterrer tous les pieds de tomates ou des trucs comme ça. Moi, j'aime pas trop d'enterrer des matières fraîches dans le sol, parce que ça peut aussi amener une décomposition qui n'est pas saine, ça peut apporter aussi des pourritures. Bon, c'est peut-être minime, mais je trouve que c'est pas non plus inscrit comme ça dans la nature qu'on vient enterrer des choses fraîches dans le sol. Et ce principe donc de transplanter à chaque fois les pots comme ça, c'est valable pour tous les choux-fleurs, pour les choux rouges, tous les choux. betteraves aussi. Betterave, non, là on peut repiquer directement. Si par exemple on a semé en alvéole, comme Ignace parlait, ben non, là on peut le repiquer directement à sa place. Mais le chou, lui, il aime bien. La tomate aussi, hein. Elle aime bien aussi d'être piquée plusieurs fois. Si par exemple on voit qu'une tomate file, ah ben, il suffit de la dépoter, d'enlever un peu la terre, mettre dans un pot plus grand et remettre. Ça ralentit un petit peu et hop. Et puis mettre tant de chaleur aussi. Hein, parce que ce qui fait filer, c'est trop de chaleur et pas assez de lumière. Donc si on a 30 degrés. Oui. Mais tu avais dit pour la betterave potagère qu'on pouvait la déplacer. Oui, le repiquage. J'ai remarqué que voilà, on fait un semis sur place et parfois on trouvait que c'était trop dru. Ben, on repiquait ailleurs. Ben, ceux qui étaient repiqués ailleurs, donc plus à distance, devenaient plus gros. C'est pas pour ça que je dis qu'elles sont meilleures, parce que des toutes grosses betteraves, c'est parfois pas toujours les meilleures non plus. On parlait tout à l'heure de goût de terre. Ben ça, parfois on a ça lorsque ça vient trop gros, alors ça prend le goût de la terre. Ça c'est vrai. Et alors parfois, lorsqu'on met trop d'azote, de matière azotée pour une betterave, ça peut avoir un goût âpre. C'est comme, je dirais que au niveau de la langue, ça vient râpeux comme ça. Et ça, c'est vraiment par un excès de nitrate dans la rave. Donc ça, c'est un excès d'azote peut aussi apporter ce goût âpre. Et pour les plants achetés en jardinerie, ils vendent les choux par pièce. Ouais. Il faudrait les mettre par 3 dans un pot. Ben, non, là, ils sont déjà mis séparément. Bon, moi, je fais ça aussi parce que ça fait un gain de place. Parce que si je mets on peut aussi mettre un pied dans chaque pot, mais ça me fait beaucoup de place que j'ai besoin. Tandis que je trouve que par 3 comme ça, ce volume-là, ça va très bien pendant tout un moment. Et ensuite, voilà, je viendrai repiquer ça, comme ça, en pleine dans ma pépinière, voilà, comme ça. Et alors, encore un pot ici, par exemple, à côté. Donc ça me fait que ces plantes vont avoir bien d'espace pour pousser. Et en même temps, ils deviennent plus trapus. Et ensuite, on sélectionne les plus beaux pour repiquer définitivement. Mais comme le chou aime bien être repiqué, je suppose que quand on achète en jardinerie, c'est la graine et tout de suite. Et donc, dans le ouais, jardin, mais eux, ils regardent la main-d'œuvre. Hein. Donc, ils sèment dans un petit truc.
voilà, une graine, c'est semé à la machine d'ailleurs, et puis ça pousse, et vous avez un tout petit cube comme ça d'ailleurs. Ben, voilà, eux, c'est leur façon de faire pour gagner en main-d'œuvre. Mais ce chou-là, en petits cubes, je vous conseille de ne pas trop le laisser dessécher, hein, parce qu'à la longue, ça va en pâtir sur sa pousse plus tard. Hein. Donc vous avez intérêt, lorsque vous les achetez, de les mettre, par exemple, directement en place, ou si ce n'est pas encore prêt, de les remettre en godet. Bon, on peut faire un par un, parce qu'ils sont comme ça, pour dire que voilà, ils repoussent et ne viennent trapus. C'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que ça a tendance aussi des fois à filer, je trouve. Ben, ça, c'est trop chaud. Trop chaud. Donc les choux, ils font un peu de chaleur, mais pas excessivement. Hein. Des étés très chauds, on n'a pas forcément de beaux choux. Hein. Donc ça manque d'eau. Hein. Donc, un chou rouge, par exemple, c'est mieux un été plus frais que trop chaud. Merci. Comment on peut connaître le pH? Bon, il y a des analyses de sol, mais alors, ils vendent aussi dans les jardineries, c'est une petite sonde. Il n'y a même pas de pile à ça, c'est juste un petit cadran. Et on enfonce ça dans le sol, et ça indique, c'est une idée, ça donne une idée. Hein. Donc, allez, tant qu'on est entre 6,5, 7, 6, 8, on est bon. Ça donne une idée. Donc on enfonce et on laisse... il faut arroser avant. Il faut que la terre soit humide. Donc, pas juste en surface, il faut au moins l'enfoncer de ça, de 10 cm. Alors ça donne une idée du pH. Et ça peut être différent d'un endroit à l'autre du jardin. Hein. Donc en fonction du type de sol, bon, peut-être qu'on a apporté plus de calcaire à un endroit qu'ailleurs. Donc voilà, ça peut différer. Donc voilà. Ça donne une idée. Moi, je crois que ça coûte 7 € peut-être 8 maintenant. Mais voilà, parce qu'une analyse de sol, bon, ça c'est autre chose. Hein. L'analyse de sol, c'est plus analyser ce que contient le sol, et en même temps, il donne une mesure de pH hein, aussi. Mais tout ça, ça se fait en laboratoire. Alors, hein. Vous allez le faire aussi. Dans les jardineries, parfois. Hein. J'ai encore vu chez Avev, là, il y a un moment donné, il proposait ça. Vous pouvez le faire. Il faut le demander peut-être. Ouais. Bon, quand on gère avec du compost et qu'on étale, sauf accident, ben voilà, on est toujours entre les 6,5 et 7. C'est lorsqu'on a utilisé, par exemple, des herbicides, un terrain qui a été utilisé des herbicides, on peut tomber à un pH de 4 parfois. Donc et ça c'est vraiment... Et au jardin d'Albec, on a eu ça tout au début. Et on se demandait qu'est-ce qui se passait. Les plantes, quand il faisait chaud, fanaient. Donc on avait des beaux pieds de maïs. Et quand il commençait à faire chaud, hop, ça fanait, ça tombait. Et ça c'est encore des résidus des herbicides que les voisins avaient à l'époque versé. Parce que c'était le grand-père de Robert qui habitait là, et bon, il était affaibli, puis il a fini sa vie aux Aômes. Il n'a pas pu vécu très longtemps dans l'Aume. Et alors les voisins se disaient, tiens, voilà, c'est plus entretenu. Voilà, ils ont mis l'herbicide total là, à Mac. Et après nous, on est arrivé là, peut-être 5-6 ans après. Et c'est encore là. Donc là, on peut avoir une différence de pH à cause d'une action chimique. Et au-dessus de 7, c'est dangereux? C'est pas conseillé parce qu'il y a beaucoup de légumes alors qui vont plus trop se plaire. En général, on dit qu'avec les pluies acides, le sol tend vers l'acidité. Donc il faut apporter du calcaire souvent. Donc en apportant du compost frais, c'est plus acide que le compost qui est mûr. Donc un compost frais, le pH sera plutôt vers 6, 6, 2. Et au fur et à mesure qu'il devient mûr, qu'il mature, il retourne vers le 7. Donc ça, c'est toujours la tendance que la nature veut, c'est retourner au milieu. Parce que l'échelle de pH, ça va de 0 à 14.
Donc voilà, 14 c'est très basique. Hein. Donc ça c'est l'ammoniac, hein. Ça c'est vraiment de l'autre côté. De l'autre côté c'est vraiment très acide. Mais entre deux, la nature se situe entre 5,5 quand ça va pas trop bien, jusque 7. Et souvent on ne dépasse pas les 7. Parfois ça dépend du sous-sol aussi. Si on a du calcaire dans notre sous-sol, on a parfois un pH plus élevé. Alors là, il faut plutôt agir dans l'autre sens et rajouter par exemple de l'argile. Voilà. Donc il ne faut plus rajouter des algues marines. Alors que par ici, souvent, on préconise l'usage des algues marines. Dans les sols, par ici, c'est un peu comme ça. Je pense que du côté de la mer, par exemple, du côté du Cap Blanc-Nez, là, c'est fort calcaire. Là, ça fait une mesure de pH, j'ai l'impression qu'on sera plutôt... On va peut-être dépasser le 7, c'est possible. Vous dites qu'ajouter de l'argile, que ça diminue le pH, c'est vrai? Ouais, parce que il y a du compost mûr, du compost frais. Oui, vous parlez de l'argile. Ouais, parce que souvent les terres argileuses sont un peu un peu plus acides. Pas forcément. Hein. Par exemple, en camping, on a des sols sablonneux et là on a un pH acide. Donc, par exemple pour les rhododendrons, tout ça, c'est parfois typique à certains types de sols et je pense que c'était peut-être les cultures, ou les arbres qu'il y a eu là à l'époque. Par exemple, on sait que les sapins rendent aussi acide. Donc, bon, je vais peut-être arrêter parce que c'est la fête des mamans, il y a peut-être l'apéro qui vous attend. Donc, je vais peut-être vous demander de ne pas dépasser les 12h15 parce que